Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Nivrae, Présente. Regen, Présent. Zéphiriel, Zéphiriel. Oh, putain. Je crois qu'il nous a mis un vent, Zeph. Bouillard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 183e épisode de Comics Outcast, votre rendez-vous bimensuel sur l'actualité des comics et de la mauvaise foi, comme j'aime le dire. Je suis Queutrus et j'aurai l'honneur de vous guider tout au long de cette émission. Et pour m'accompagner, je ne suis pas tout seul bien sûr, j'ai autour de moi de fantastiques chroniqueuses et chroniqueurs. Bonjour Nivrae. Bonjour, ça va super bien. Ça va ? Oui, ça m'avait manqué Comics Outcast. Ouais, j'avoue. On a fait juste une pause d'une émission, non ? C'est ça, exactement. Ok. Le Mais manque ça est nous terrible. manque quand même. Est-ce que tu as des lectures que tu veux partager en ce moment ? Pas énormément, puisque c'est vrai qu'on a eu un gros morceau à lire là pour préparer l'émission et que ça m'a pris pas mal de temps. Et j'avoue aussi passer beaucoup trop de temps sur Horizon Forbidden West. Ah là là. Ouais. Le cinéma à la maison. Tant que C'est c'est pas ça. Elden Ring. C'est les deux actus du moment. Bah, très bien. Tu veux nous parler de quoi ? Et ben, je vais vous parler de vampires. Sympa. Twilight et tout ça. En face de moi, Zéphiriel. Bonjour Zéphiriel, comment vas-tu ? Non, on arrête de le vanner. En fait, il est malade, le pauvre, et du coup, il pourra pas être là avec nous ce soir, mais il est dans nos cœurs, et on lui fait des bisous, et on espère qu'il guérira très vite. À ma gauche, par contre, un nouveau venu. Vous le connaissez sur le Discord, avec ses vols de smiley et sa nappe bleue à rayures que j'affectionne particulièrement. J'ai nommé Regen. Comment vas-tu ? Bonsoir, ça va plutôt bien. Ça va ? Pas trop le trac Oh, pas plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Pas plus que d'habitude, ça. Il est déjà vétéran, ça fait plaisir. Bon, Adrien Lerozet, tu dirais, parle bien dans le micro. Il va te faire une Lulu après. Ouais, Voilà. voilà. On va manger On te surveille. on va manger la bonnette. On va manger la bonnette, qui a été désinfectée, bien sûr, avec le gel Comics Gel, bien sûr. Protégez-vous. Notre sponsor. Est-ce que tu as des lectures à nous recommander en ce moment ? En ce moment, je suis sur la lecture de Death, qui était ressorti chez Urban. Et je risque d'attaquer un très gros morceau, presque à mon corps défendant, qui est sorti chez Panini en omnibus, le Heroes Reborn, Don't At Me. Et pourquoi presque à mon corps défendant ? Quelqu'un te force ? C'est une période compliquée. C'est une période. Les années 90, tout ça, les pochettes sur les jambes et les... La dance, tout ça. Exactement. Les cheveux. On connaît. Enfin, pas tous, mais nous, oui, parce qu'on est vieux. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler de Daniel Craig, mais version un petit peu grisonnante. Ouais. Alors, est-ce qu'on est bien dans le bon podcast Ouais, écoute, on va voir. Ouais, on verra. Plein de surprises et Zeph nous parlera de quoi ? Enfin, vous allez parler de... Et Zeph nous emmènera au Chili. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, on va voyager dans cette émission. Eh bien, Comics Outcast 183, c'est parti. Poudoum. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, dans la première partie des émissions de Comics Outcast, nous allons faire des revues de comics plus ou moins récents, la plupart du temps récents. Et le petit jeu, c'est que chaque chroniqueur va lire les 3 premières issues de comics, donc ça peut être du VO ou de la VF, à leur discrétion, et va nous présenter succinctement, et chacun donnera son avis dessus. On va commencer par Nivrae, si tu le veux bien, qui va nous présenter DC vs Vampires, qui est sorti en octobre 2021. C'est une série en 12 épisodes, 12 issues, et il y en a déjà 5 qui sont sortis. Les auteurs sont Matthew Rosenberg et James Tynion IV, qu'on n'arrête pas de présenter dernièrement, je trouve. Et à la couleur et au dessin, Otto Schmidt. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors ce comics, au début, je l'ai pris parce que pour moi, c'était un peu une blague. Les DC versus Vampire, bon, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu nunuche, mais je l'avais pris parce que j'avais une très belle cover que j'aurais aimé vous montrer, mais j'ai perdu mes comics dans l'atelier, je ne comprends pas. Sur la cover, on voyait un Batman bien dark avec des grosses dents de vampire, et je me suis dit, waouh, peut-être que ça sera bien. Et après avoir lu la première issue, j'ai hésité, je me suis dit, bon, est-ce que je continue ou pas ? Et sur le Discord, il y a un certain Yvan, qui a dit ça serait trop cool de chroniquer DC versus Vampire. Du coup, je me suis chauffé un petit peu, je me suis dit je vais lire la suite parce que la première issue n'avait pas non plus repoussé. La Justice League, elle a déjà affronté des zombies il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, les vampires
pourquoi pas ? Quand on arrive à vaincre des zombies, les vampires ne nous font plus peur. Et en fait, c'est un petit peu le même principe. On repart exactement sur la tradition, le principe de Deceased, sauf que ce coup-ci, effectivement, ce sont des vampires. Tout commence par un certain Andrew Bennett. Ceux qui n'ont pas lu les comics, il est dans High Vampire. Il est à la recherche de la Justice League. Il veut les avertir que les vampires qui sont restés avant vraiment sans aucun souci dans l'ombre, ils ont décidé de se rebeller, d'aller faire la guerre aux humains et d'aller conquérir le monde. Ce cher Andrew, plein d'espoir, du coup, va rejoindre la Justice League, mais il va très vite se rendre compte que les vampires sont déjà beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il pensait. Et en fait, il va se retrouver confronté à un super-héros. Je ne dis pas qui c'est. Un super-héros qui est déjà un vampire et qui va le massacrer dans un mixeur, parce que pourquoi pas. Bah oui. Mais bon, Andrew est quand même très intelligent. Andrew, avant d'aller voir la Justice League, il s'est quand même dit, je vais aller faire une petite lettre recommandée au meilleur des super-héros, au plus grand détective. Et oui, il va passer voir Batman. Il va simplement lui laisser un petit courrier avec dedans un remède. Ou peut-être un remède, quelque chose en tout cas qui lui a été transmis par Lex Luthor pour pouvoir essayer de lutter contre ces vampires. Batman qui du coup va rassembler sa Bat-femme, sa Bat-Mif, pour essayer de lutter contre ces vampires. Donc sur les premières issues, la première c'est vraiment l'installation de l'histoire. On nous raconte vite fait le parcours d'Andrew, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et on commence à voir un petit peu l'introduction de la partie avec Batman. C'est surtout dans la deuxième où ça se développe, puisque Batman va donc convoquer sa famille pour aller enquêter sur cette histoire de vampirisme, pour essayer de trouver qui sont les méchants. Et puis dès la troisième, il commence à y avoir une rumeur que les vampires auraient déjà infiltré la Justice League. On ne sait pas qui. Ça pèse un petit peu, tout le monde se regarde en mode qui est-ce, qu'est-ce qui s'est passé, il y a des morts. Alors le premier, tout le monde s'en fout d'ailleurs. Le premier mort, c'est un des Wonder Twins, c'est Zan. Sa sœur a beau pleurnicher, tout le monde n'en a rien à faire. Et tout le monde s'en fout. Complètement. Quelqu'un arrive dans la salle en disant il est mort et. En fait, il y a Batman qui enquête, mais c'est un peu le seul. Les autres, c'est un peu genre on n'a rien à foutre. Alors par contre, quand Barry Allen décède, là c'est plus la même. Parce qu'ils ont commencé à attaquer un petit peu le haut du panier. Et donc ça commence à s'accuser les uns les autres. Et voilà, donc pour l'instant on en est à la 5e. Donc j'ai poursuivi jusqu'à la 5e. On est sur un truc qui passe, qui est pas exceptionnel. En même temps, je pense que tu ne demandes pas à un versus vampire d'être exceptionnel, mais ça, je sais pas, ça se regarde un petit peu. Il y a des dessins qui sont pas mal, des ancrages qui sont pas mal. Alors Otto Schmidt dessine bien, mais il a quelques soucis particuliers, à savoir les bouches des gens qui ne vont pas bien. Quand les gens hurlent, quand les gens vont mal, les bouches sont dégueulasses. Mais quel que soit le personnage. Ah ouais, il y a vraiment sur une échelle dans des enfants moches dont on a l'habitude de parler, ça donne quoi ? Ou des yeux des Sadribiques. Ouais, non, il y a des trucs assez moches sur les têtes de gens vénères ou effrayés. Il y a vraiment un problème là-dessus. Mais sur tout le reste, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a pas mal de décors et les décors sont plutôt propres. Il a des fois quelques fainéantises. En fait, souvent, les premières pages et les dernières pages sont bien. Et au milieu, voilà, je sens si qu'il a peut-être un peu speedé, tu vois. Ouais, non, il y a de Walking Dead, quoi. Un peu ça. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Mais j'étais plutôt enchantée du truc parce que je m'attendais à un truc Halloween en quelques issues. Et en fait, c'était 12, donc ils ont essayé quand même de construire quelque chose. Je m'attendais pas à du Deceased non plus. Je m'étais dit, ils vont faire un truc vite fait. Les vampires, bon, c'est vu et c'est revu comme histoire, donc voilà. Mais j'étais distrait, j'étais amusée. Je sais pas si casse-gueule que ça, et je pense que j'irai jusqu'au bout parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes, surtout du côté de Batman qui risque encore une fois de sauver les mises. Oui, parce que si on propose 12 issues sur quelque chose avec des vampires, c'est qu'il y a un peu plus d'ambition que juste une petite friandise comme on a pu voir sur ça, Alien ou ce genre de trucs. Quoi. Non, c'est ça. On n'est pas sur un ongoing, on n'est pas sur un truc en 6, on est quand même en 12. Donc ils veulent développer quelque chose. Ils ont déjà présenté beaucoup de personnages. Je ne l'ai pas évoqué, mais il y a Oliver Green Arrow, Oliver Vampire Hunter, je me suis noté, qui est aussi là pour soutenir Batman à un moment dans la recherche de ses vampires. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se développent, beaucoup d'histoires. Et après, il reste derrière à réussir
à conclure les choses à un moment, à essayer de trouver une fin qui soit logique et qui soit au moins au niveau de ce qu'ils ont l'air de présenter sur les premières, quoi. Ok. Et toi, Regan? Déjà, effectivement, le côté visuel est très sympathique. Enfin, moi, j'ai bien aimé visuellement. Les couleurs sont cool, le dessin est plutôt cool. Moto Schmidt, j'aime plutôt bien. Même si j'avais pas percuté ces histoires de bouche déformée, effectivement. Donc, visuellement, c'est plutôt sympa. J'avoue que moi, par exemple, DC, pour prendre le parallèle, j'avais bien aimé, mais ils avaient beaucoup trop étalé la sauce, je trouve. C'est-à-dire qu'ils avaient fait DC 2, etc. Oui. Et savoir que c'est en 12 là, ça m'inquiète un peu, effectivement, que la sauce soit un petit peu trop étalée. Parce que même si le pitch est sympathique, enfin voilà, sans plus, mais sympathique, je suis pas sûr que ça tienne sur 12 issues. On va voir, hein, je veux pas préjuger. On n'est pas loin de la moitié sortie, donc on s'imagine que la redescente doit être assez rapide. Le point que j'ai trouvé intéressant, justement, comparé à DC, c'est on sait que ça va foirer, c'est-à-dire que tout est déjà perdu, entre guillemets, et on voit comment ils vont se débrouiller avec ça. Là, il y a plus un côté un peu Secret Invasion, c'est-à-dire que on sait qu'ils sont parmi nous, on ne sait pas qui c'est. Il y a ce petit jeu un peu de, pas whodunit, mais vraiment qui est le traître, qui est la personne qui les va méchants nous qui trahir, accusent les gentils pour essayer de faire basculer un petit peu les avis. Il y a un petit côté comme ça qui est intéressant, même si j'avoue que le fameux traître dont tu parlais initialement est révélé quand même très très vite, très vite. Mais du coup, franchement, ouais, on passe un bon moment. Comme tu le dis, on voit clairement qu'il y a des personnaires dont on se débarrasse, mais alors comme d'une vieille chaussette. Ouais. C'est un peu chaud pour Barry Allen. C'est triste. Barry Allen, il prend cher, mais alors direct, quoi. Limite, c'est cette première scène. Et après, le motif présenté est assez intéressant, puisque c'est le même dans Deceased, puisque le personnage a une particularité qui risque de tout faire accélérer, effectivement, comme, sans mauvais jeu de mots. Et tu peux faire des mauvais jeux. Oui, je suis un peu là pour ça. Oui. Et donc non, franchement, j'ai pas passé un bon moment. Après, honnêtement, voilà, s'il faut faire un choix dans la pile... T'as lu les 5 aussi? Moi, j'en ai lu 4. J'avais pas réussi à choper le 5. Je pense le prendre en VF, parce que moi, je lis plutôt en VF en général quand ça sortira. Mais voilà, comme... Je vais pas sortir l'expression comme un film popcorn, mais il y a un peu cette ambiance-là... on se prend pas trop la tête, on se plaît. Ouais, mais c'est bien des fois. Non, moi je suis tout à fait pour. Puis James Ironfer, on sent qu'il le fait honnêtement. Il se donne pas à fond, mais il le fait honnêtement. Ils en font pas trop non plus. Ouais, non, clairement, ça en fait pas des caisses. Ouais. Voilà, ils tombent pas dans l'espèce de dans le too much. Ils essaient de construire une histoire. La partie avec Batman fait vachement plus construite que le reste. Donc je pense qu'ils cherchent vraiment à avoir un peu de crédibilité derrière tout ça. Après, c'est vrai que pour l'instant, la partie avec la Justice League, il y a des scènes un petit peu too much, mais sur la partie vraiment avec Batman, sur la partie enquête, c'est pas mal. Puis il y a de l'humour. Il y a pas mal d'humour, de dialogue en fait entre certains persos. Je pense à Damian et Black Canary qui ont des échanges. Il y a pas mal de duos en fait qui se forment pour aller chasser les vampires et ça marche bien. Il y a des trucs qui marchent vraiment bien. Ouais, surtout sans spoiler, dans la Bat Family, si on le dit pas, tout le monde passe pour des vampires dans l'absolu, quoi. Ouais. Ça vit la nuit, c'est suspect en permanence. Et donc, effectivement, il y a ce côté-là, c'est à balancer directement dans les suspects initiaux. Ouais. Et sachant que Batman, pour être sûr qu'Alfred n'était pas vampire, il lui a offert une petite douche sacrée à base d'eau bénite. C'est quand même mignon. Hein. Ah oui, mais sans lui dire, évidemment. Sans lui dire. Ah ouais. Et ils ont servi du thé à l'eau bénite à toute la famille pour être sûr qu'il n'y avait pas de soucis. Ah, bonne ambiance quand même. Ah ouais, non, mais j'aurais préféré les buter que leur donner un espoir. Mais okay. Bon, d'accord. Avis plutôt mitigé. Mais toi, tu vas aller au bout. Voilà. Peut-être pas toi, non? C'est ça, Regan? Si, j'irai sans doute au bout, mais voilà, sans plus. D'accord. Ok, moi, ça a quand même piqué ma curiosité. C'est vrai que... Le côté Batman vampire, il y a un petit truc à faire. Ah bah, ça fait écho à différentes périodes de l'histoire de Batman avec... j'ai oublié le nom de l'auteur, mais dans les années 80-90, Batman vampire. Hein. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, la couverture, je m'attendais à ce que Batman soit vampire directement, quoi. La couverture de la première issue, c'était une alternative cover, et t'avais vraiment Batman avec des immenses dents prêts à bouffer tout le monde, quoi. Ça va forcément arriver. C'était une Grégo, effectivement, cette couverture. C'était une Grégo. Ok, merci Nivray. On va passer, si vous le voulez bien, à la chronique de Zef. Donc c'est The Last Detective.
Vous allez nous en dire un peu plus. C'est chez Dracou en France, donc en VF. C'est sorti en mars de cette année 2022. C'est une histoire complète. Et c'est écrit par Claudio Alvarez et mise en couleur et dessinée par Geraldo Borges. J'espère que je prononce bien. Et donc je crois qu'il y a une petite histoire derrière ce comics qui veut se lancer. Ouais, en fait, alors bon, tant pis pour Zef. Il est pas là, il pourra pas chroniquer son comics, mais je trouvais ça intéressant de dire quelques mots dessus parce que c'est un comics chilien. C'est rare qu'on chronique au-delà des États-Unis, au nord de la France. Ça nous est arrivé quand même quelques fois. Et du coup, c'est fait par un Chilien et un Brésilien, puisque à la couleur, c'est Arthur Esli, qui est brésilien. Et en fait, Borges et Alvarez, c'est les fondateurs de Artist Go, qui est une agence artistique au Chili qui gère les carrières d'artistes. Leur but, c'est de monter, faire monter en compétences des artistes pour pouvoir les proposer un petit peu plus à l'international, puisque eux ont bossé en tout cas à l'international. Et ils ont monté aussi du coup Action Comics pour publier des titres. Donc entre autres leur ouvrage, bien sûr, ils publient du Conan, ils publient plutôt des trucs un peu, je pense, faciles d'accès niveau droit dans leur pays. Mais ils ont en tout cas une bonne initiative qui est en place pour l'As Détective. Ils l'avaient sorti en 2 issues. Nous en France, on l'a directement en une. Aux États-Unis, il est sorti chez Heavy Metal. Et donc c'est pareil, il est sorti en complet. Et là, il va sortir au Brésil aussi en complet. Ils vont refaire une réimpression parce que ça a plutôt bien marché pour eux, donc c'est une bonne chose. Et donc en France, il sort chez Draco, qui est actuellement, c'est leur premier comics qui sort vraiment là-bas. Il est sorti même. Ouais, oui, il est sorti, c'est vrai que c'était au début du mois. C'est Christophe Arleston qui l'a mis du coup parce que c'est lui qui gère Draco, donc monsieur de Trolls de Troy et autres Lanfeust gère cette série, donc je trouve que c'est une bonne chose. Et le comics, on peut en parler un petit peu. L'As Détective, du coup, on est en Amérique du Sud et on a un détective qui a un peu quitté depuis pas mal de temps le milieu des enquêtes et qui va en fait être récupéré parce qu'ils ont besoin de lui. Il y a beaucoup de... Alors, on est dans une Amérique latine dystopique, je précise quand même, on n'est pas dans la réalité. Un peu steampunk. Oui, un peu steampunk, un peu très dark. Et en fait, il y a une drogue qui est fabriquée à partir d'une sorte de minéral précieux. Les gens la prennent, ils deviennent tout beaux, ils deviennent parfaits, et quelques jours après, ils implosent. Et en fait, on va lui demander d'intervenir puisque ça fait écho à une affaire sur laquelle il a travaillé des années avant. Et il va être accompagné d'un robot qui s'appelle Cecilia et qui va l'accompagner de plus en plus d'ailleurs, puisque ce robot va souffrir, mais va plus ou moins intégrer l'esprit du dernier détective et l'aider à mener son enquête. Et avec ce comics, il y a aussi pas mal de choses. En fait, ils ont essayé vraiment de construire l'univers avec des pages de journal en plus, avec plus d'informations pour vraiment renforcer les infos. Toute la partie sur la drogue, l'impact de la drogue, en fait, on l'a surtout à travers ce journal, pas forcément à travers l'histoire. Et je crois que c'était une bonne chose. Les dessins sont plutôt corrects. L'histoire se termine. Enfin, j'ai pas de reproche à faire. Il n'est pas exceptionnel, mais j'ai passé un bon moment de lecture, en tout cas. Et toi? Alors pour le contexte, moi j'avais commencé à le lire sans connaître l'origine du comics. Donc je l'avais pris comme un énième comics publié aux États-Unis. Et je vous cache pas qu'effectivement au début, un peu déjà vu, un peu déjà fait, sympathique sans plus. Et c'est vraiment en me renseignant effectivement après coup sur le côté éditorial qu'il y a derrière que je trouvais ça assez intéressant. Néanmoins, même si du coup je suis beaucoup moins, on va dire, cynique sur le comics, il y a quand même des maladresses assez importantes. Je pensais notamment justement à les coupures de presse. Oui. Pour un comics aussi court, c'est assez déstabilisant d'avoir 5, 10, une dizaine de pages de coupures de presse. Ça casse le récit. C'est un choix assez bizarre. On sent qu'ils veulent bien faire et mettre tout un univers, mais dans si peu de pages, effectivement, c'est un peu dommage de perdre ce dynamisme-là, quoi. D'accord. Après, voilà, c'était sympathique, un petit côté Jack l'Éventreur, un petit côté steampunk. C'était sympa. Je pense surtout comme une première œuvre, quoi. Voilà, on tente quelque chose, on crée un univers, et je pense qu'ils développeront après, dans cet univers, à mon avis, le sujet.
Donc honnêtement, encouragement, comme on dirait à l'école, c'était sympa. Voilà. C'était pas fou. Il y a quelques facilités de scénario aussi, on va pas se mentir. Mais vraiment, voilà, il y a quelques vraiment de bonnes idées au niveau du contexte notamment. Ouais. Ok. Alors c'est pas leur premier album chez Draco, je sais pas comment on dit. Bah, en termes de comics vraiment. En termes de comics, par contre, c'est le premier. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ils ont fait pas mal d'éditions en plus BD. Il y a l'Ogre Lion qui était sorti en début d'année, qui avait quand même, je pense, on a beaucoup entendu parler. Je m'étais noté aussi un autre qui était très bien, Arcania, que j'avais beaucoup aimé. Qui a l'air super beau. Ouais. Qui est très très beau. Et je pense qu'ils vont... Là, le comic, je pense que c'était une première entrée et qu'ils vont essayer de continuer à récupérer des titres. Et j'espère qu'ils vont surtout récupérer des titres comme celui-là, tu vois, qui viennent du Chili, qui sont un peu des choses qu'on n'aurait pas vues autre part. Ouais. Parce que ça change complètement. Et ce qui change aussi, c'est effectivement, comme tu l'as dit un petit peu, c'est que au début, quand tu commences à lire le comics, tu te rends pas compte tout de suite que c'est un truc américain. Puis après, que c'est pas un truc américain, je pense que c'est l'inverse. Et puis, tu te rends compte que t'es en Amérique du Sud. Et en fait, ça change pas mal de choses. Autour de tout ce qui va être trafic de drogue, sur la corruption et tout ça. C'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup plus présent là-bas et qui fait beaucoup plus sens dans un comics. Les enjeux mis en avant très clairement font écho aux situations, comme souvent dans les comics, de ceux qui l'écrivent. La beauté remise en question, la drogue, la puissance des corporations versus les ouvriers, etc. Donc on sent effectivement, on comprend pourquoi ces sujets-là sont mis en avant. Ok, un côté un peu social, quoi. Ok, super, moi je pense que je vais le lire. Et d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, si vous avez des comics d'auteurs, en tout cas pas français, pas américains, parce que c'est quand même ce qu'on couvre le plus, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message, que ce soit sur Twitter, sur le Discord, etc. Ok, merci. On va passer du coup à la chronique de Regan. C'est King of Spies chez Image Comics qui est sorti en décembre 2021. Mini-série en 4, il n'y en a que 3 qui sont sortis à l'heure actuelle. L'auteur c'est Marc Millar, au dessin Matteo Scalera et à la couleur Giovanna Miro. Et je suis assez étonné que tu chroniques un Millar, parce que t'es plutôt... Pour une première. Pour une première, effectivement. Ouais, t'es plutôt sévère, en fait, sur cet auteur-là, et t'hésites pas à... Disons que quand on a des facilités, encore une fois, pour reprendre le parallèle de l'école, les fumistes, il faut leur mettre les mêmes dedans, un petit peu. En fait, c'est un compliment sur Millar que tu viens de faire. Ok, d'accord. Je veux dire, Millar reste un auteur qui a fait ses preuves, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et c'est d'autant plus rageant de voir aussi peu d'efforts mais dans certaines de ses œuvres. Régent. Un truc. Quel talent. Ouais. Donc effectivement, pour King of Spies, donc une série en 4, on en est à 3 comme tu le disais. Donc le pitch de départ, c'est... j'aime que ça s'ouvre littéralement sur Daniel Craig dans Casino Royale, littéralement, c'est la même scène d'ouverture, à Panama et dans les années 90, et on suit effectivement un super espion, Roland King, qui est évidemment tellement fort, qui s'évade rien qu'en claquant des doigts, en sautant sur un train et en faisant des explosions. Normal. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ. Mais effectivement, page suivante, entre guillemets, on le retrouve à 65 ans, avec un peu de bedaine, en train de se raser, avec une ex-femme, un fils qui ne l'aime pas, etc. Et donc, on se retrouve effectivement avec ce ex-James Bond, un petit peu fatigué, et qui commence un peu à regretter sa vie, littéralement. Et qui cherche un petit peu à sortir de ça. Et il va apprendre lors d'une énième bagarre, puisque évidemment c'est pas le dernier pour se battre, qu'il est en fait en phase terminale et qu'il lui reste 6 mois à vivre. Forcément, le choc est quelque peu important et il décide, puisque pour lui il n'y a pas de famille, ça, comme je disais, son fils le déteste, son boulot ne l'a pas épanoui, il décide de finir en beauté et de faire tout ce qu'il n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire se débarrasser des vrais méchants. Ce qu'il sous-entend, puisque, comme il le dit, donc, il travaillait donc pour les MI6, bien sûr, et il était plus là pour protéger le système
que pour vraiment faire bouger les choses. Bon, on est sur des trucs un peu classiques pour l'instant. Alors, très clairement, pour l'instant, pas de grande surprise. Et donc, effectivement, il se décide à Gone Rogue, comme on dit, Rogue Protocol. Comment tu dis ? Gone Rogue. Ah oui. Le côté, je récupère mes capacités, mes moyens et je me mets à mon compte. Et il décide de partir dans le monde entier pour rétablir la justice telle qu'il la voit lui. Donc ça, c'est les 2 premières, en gros, si je dis pas de bêtises. Alors, effectivement, c'est en 4 déjà. Et effectivement, sur ce pitch-là, on se dit que ça va aller vite, qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire ou à raconter. Comme souvent avec Millard, les mêmes reproches reviennent très souvent. C'est-à-dire qu'il y a des facilités, il y a le côté un peu populiste, littéralement, de ce genre de proposition. Puisque quand on parle de méchants, pour lui, ça peut être... le pape, ça peut être le président, ça peut être les grandes figures, mais ça peut être aussi le producteur d'une grande chaîne qui a annulé une série. Alors on comprend le clin d'œil, mais bon, enfin. C'est du vécu. Voilà, on sent que ça sait de quoi ça veut parler, quoi. Après, honnêtement, c'est très dynamique, on passe vraiment un bon moment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, il y a beaucoup d'amalgames, il mélange les mafieux, comme je disais, avec les producteurs de séries ou que sais-je. On a vraiment ce côté, encore une fois, pitch de série. Hein. C'est malheureux, mais je sais que ça radote, mais vraiment, ça tiendrait sur une page pour le mettre en série chez Netflix et ça passerait très bien. Bizarre. Pour autant, voilà, on passe quand même un bon moment. Une chose qui est surtout là pour nous aider, évidemment, c'est Matteo Scalera, qui, encore une fois, est extraordinaire, qu'on a découvert avec Black Science de Remender. Et vraiment, cet artiste, il donne vraiment de plus en plus de toute sa pleine puissance depuis quelques années, là. Et c'est dynamique, c'est beau, c'est... le traitement des corps, là, quand tu parlais au tout début, là, il y a sa nouvelle femme et lui qu'on découvre vieux. Tout à fait. Et je trouve qu'il y a une façon de dessiner les corps qui ne sont pas des corps athlétiques forcément, qui est juste et qui est assez, comment dire, j'allais dire noble, mais... il n'est pas dans l'excès en plus. Il n'est pas dans l'excès, ouais. Il garde le côté dynamique. Voilà, il est très respectueux effectivement de ce côté-là, mais ça reste dynamique. C'est-à-dire que c'est quand même de l'action, ça bouge, ça va à 1000 à l'heure, bien sûr. On saute d'un hélicoptère, puis d'un avion, puis d'un... Enfin voilà, tous les clichés y passent, hein, soyons très clairs. Mais vraiment, c'est un peu comme Space Bandit, qui est aussi du duo. On passe pas un mauvais moment, hein, encore une fois, quand on se moque, entre guillemets, gentiment de Millard. C'est surtout qu'on sait que c'est léger, qu'il pourrait faire tellement plus s'ils donnaient un petit peu de mal. Et là, vraiment, c'est frustrant, puisque du coup, on n'en a que 3 qui sont sortis. Si je dis pas de bêtises, le 4 sort le mois prochain. Ouais. Et on va arriver au 4 et on n'aura pas fait grand-chose non plus. Au final, on n'aura pas avancé plus que ça. Mais encore une fois, la balade est sympathique. Est-ce qu'il y a ce côté je suis maqué avec Netflix et du coup je fais des pitchs en fait, plus que des comics complets sans faire un procès d'intention, quand on parle de 4 issues avec un pitch aussi court, oui, très clairement. Enfin, je veux dire, ça paraît assez évident que ça lorgne aussi de ce côté-là. Après, on peut jamais être sûr, effectivement, mais je pense que oui, très clairement, c'est le message qu'on peut en retenir. Mais du coup, je sais parce que c'est chez Image, mais c'est vrai que c'est Netflix. Ouais. Netflix, c'est une prod marque créée, mais est-ce qu'ils financent le comics aussi ou pas, en fait, ça leur appartient. En fait, le brand leur appartient. Ouais. Tout ce qu'il sort, tout ce qu'il écrit leur appartient. Millar World fait partie de Netflix. Ok. Bon, ouais. Et c'est vrai que le souci qu'on peut avoir aussi, c'est le côté comparaison, parce que les comics d'espionnage, on en a quand même beaucoup. Et on peut faire tellement mieux et tellement plus. Je veux dire, je ne vais pas tous les citer, hein, mais tu as Rowan County, tu as Grayson, par ton auteur préféré, Tom King, ce genre de choses. Ça m'a fait un peu penser... Ok, passons à la suite. Non, et je dois dire, ça m'a fait un peu aussi penser à Renato Jones. Oui. Ce côté vengeons, attaquons-nous à ceux qu'on n'attaque jamais. Mais je trouvais Renato Jones plus foufou, plus subtil, plus débridé. D'accord. Il se donnait vraiment un peu plus les moyens d'aller au fond de ce qu'il voulait raconter. Et là, on survole un petit peu le sujet, très clairement. Ok. Et toi, Nivray En fait, très bien. Ce qui est très compliqué, c'est, vous l'avez dit, 4 issues,
pour moi, c'est très dur. J'aime bien Mark Millar. J'ai toujours envie de le défendre parce que je trouve que derrière ces histoires, via Magic Order, j'ai lu le 2, là, je suis en train de le lire. Quel courage. Je trouve ça intéressant. Mais le reproche est toujours le même, c'est que, et j'ai le même pour Amélie Nothomb, tu fais pas des livres de 150 pages, c'est pas possible. Et tu peux pas faire des comics où tu racontes une histoire qui ne font que 4 issues. Et 4 petits issues, on n'est pas sur des maxi-issues. Donc c'est pas possible. Dès les 2-3 premières, tu vois en plus qu'il y a plusieurs histoires qui se mélangent. Il y a avec son fils, il y a avec les 2 personnes qu'il a mutilées il y a des années. Et tu dis, 4 issues, gars. Et essaye pas de faire un truc plus large, t'as pas la place, c'est pas possible, et du coup tout va être survolé. Après, on en a vu des comics de 5 issues qui étaient bien, je crois. Mais il y en a Superman contre le plan, c'était vachement bien. Bien sûr, mais t'avais une histoire, t'avais une trame, un truc. Là, il essaye de faire trop de choses. On est, je pense, trop sur le passé du personnage, ou trop. Enfin, il y a un problème pour situer l'histoire, et en 4 issues, pour moi, c'est pas possible. Je lirai la dernière, et je pense que je vais être frustrée, comme un peu sur les derniers comics de Millar. Je vais aimer, mais je vais être frustrée parce que j'ai besoin de plus que ça. Et derrière Netflix, ils vont faire une série, ils vont faire je sais pas quoi, et ils vont finir de t'alimenter là-dessus. Et ça me saoule un petit peu parce que je préférais qu'ils partent sur un matériel qui soit beaucoup plus large, qu'il aille plus loin dans ces histoires. En plus, tu prends pas Matteo Scalera pour faire juste ça. C'est on mon veut désir. plus, Je prends Matteo Scalera pour tout, même une Moi, soirée. je veux plus d'images. Il y a des scènes qui sont folles. La scène où il saute où il saute sans parachute, où il y a une traversée d'hélicoptère. Tu vois visuellement des choses qui sont incroyables. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé visuellement l'histoire. Mais pour moi, en 4 issues, c'est pas possible. Ouais. Ça me frustre déjà d'avance de savoir que la prochaine, c'est la dernière. Pour donner une idée du côté Too Much, juste un petit exemple, il met le super tireur d'élite super génial qui est imbattable, il le met aveugle parce qu'il est tellement fort qu'il n'a pas besoin de regarder. Ouais. Voilà, ce genre de... Il y a plein de trucs, tu vois, c'est cool d'avoir ce mec qui part pour faire sa vendetta, aller buter tout le monde, les proches de la reine, son fils, des pop stars, des machins. Enfin, j'ai trouvé ça très très cool, mais il fallait pas d'autres histoires autour, en fait. Il fallait que ça et qu'il y ait son fils qui pop à un moment. Mais là, il essaye de mettre des choses en plus, et ce qui fait que je pense que ça va se finir un espèce de gloubi-boulga à la fin, on te finit un peu quelques trucs, on te case, et ouais, super. De toute façon, il meurt. Quoi. D'accord. Super, de toute façon. C'est un peu... Non, mais ça, de toute façon, on sait qu'il meurt. Donc... Ouais, j'espère qu'il va pas se traîner une réputation comme ça à force. Là, ça fait. Ouais, là, j'ai en plus, là, il y a un petit côté populiste. Ouais. Aussi. Enfin, honnêtement, il y a des. Ah oui. Je vais pas spoiler, mais voilà, quand on parle du pape, des trucs comme ça. Ah bah là, enfin, voilà, c'est plus que populiste, quoi, honnêtement. La facilité, quoi. Clairement. Un peu. Ok, donc vous le conseillez pas forcément, c'est ça En fait, vous allez apprécier, mais c'est chiant parce que c'est que 4. Faut le savoir. Vous allez apprécier, mais c'est chiant, très bien. En fait, c'est dommage et il y aura sûrement une frustration à la fin. On n'a pas lu le dernier, mais il y aura sûrement une frustration à la fin parce que faire une histoire en 4 issues, c'est compliqué. On est d'accord. Je me contenterai des planches de Scalera. Et oui. Et puis surtout Giovanna Miro aussi, parce que les couleurs, la mise en couleur est... Effectivement, on en a un peu parlé, c'est un bon point aussi. Assez génial. Bien, merci Eugen pour ta première review de comics. Il a survécu. Attention, ça rigole pas. Il a survécu, attends, c'est pas fini. Là, c'était plus facile. Donc, je reviens sur les titres qu'on a reviewés, que vous avez reviewés, pardon. Donc, il y avait DC vs Vampire chez DC Comics, en 5 qui sont sortis. The Last Detective, une histoire complète disponible chez Draco, avec 2 O, ou Dracou, donc en français. C'est juste un petit tome, vous avez dit, c'est pas très grand, c'est ça ? 72 pages. Ouais, voilà, donc quelques issues. Et King of Spies, donc mini-série en 3 qui sont sortis. Donc si vous attendez avril 2022, vous aurez les 4 issues. Sinon, pas encore en VF, certainement chez Panini. Oui, il y a des chances, en petit format. Pourquoi pas ? Ça peut être un petit bouquin de l'été, quoi, si ça sort avant. Merci à vous. On va passer à la deuxième partie. Avant d'aborder cette deuxième partie, une des traditions depuis l'épisode 100 de Comics Outcast, et pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous le savez, l'émission 183, donc dit département 83, qui est le Var, et qu'on va mettre à l'honneur avec beaucoup de guillemets autour.
Dans le Var, c'est l'occasion de rentrer dans l'univers impitoyable de Calas, de faire les foufous à Barjol, d'être plus ou moins d'accord à Mouy, avoir du chocolat à Bras, se déguiser en Ocaille à Ozark, aller à Château-Vert pour les petites bêtes qui font et aller à Château-Vieux pour les petites bêtes qui font avoir mal à Oliouille, lire des contes à Grimaud, attraper le Panvite 19 à Cogolin, celle-là, oui. Faire du rock à Oyère, se promener culé à Tourette, être constipé à la selle, faire des cefs à Le Luc et faire des crop circles à Signes. Eh ben, Joli. ça allait, Vous en l'avez fait. demandé, celui-là Tiens, il y a niveau. Voilà, donc un coucou à tous les auditeurs et auditrices. Il faut que je dise dans l'autre sens, auditrices et auditeurs du Var. On vous embrasse. Et donc, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder ce qu'on appelle un focus. C'est l'occasion de revenir sur un comics qui est normalement fini ou qui a déjà beaucoup d'arcs terminés. Et aujourd'hui, c'est Regan qui nous en a proposé un. Et c'est Monster qui est sorti chez Fantagraphics en avril 2021 et qui est écrit et dessiné par Barry Windsor Smith. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire ? J'ajoute qu'il est sorti aussi chez Delcourt en français, quasiment dans la foulée. Donc effectivement, c'est un comics qui a pour personnage principal, entre guillemets, Bobby Bailey, qui est un jeune un peu perdu qui a connu un petit peu une enfance quelque peu difficile dans sa famille, à Providence. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Et qui espère fuir son passé en s'engageant dans l'armée, comme beaucoup de jeunes un peu désœuvrés aux US. Le problème, c'est qu'il va rencontrer donc un recruteur qui, voyant qu'il n'est pas vraiment très malin, entre guillemets, pas très éveillé, un peu isolé, seul, va en profiter pour l'inscrire dans ce qu'ils appellent le projet Prométhée et l'envoyer au pire. On a en ouverture du comics, c'est vraiment les premières pages, sont juste quelques pages de son enfance pour donner un peu le ton, où on le voit battu par son père, violemment, récupéré par sa mère, et c'est là qu'on voit qu'il va perdre un œil d'ailleurs dans la scène. Ça, c'est le début, ça. Voilà, ça, on ouvre comme ça. Donc, pour vous donner une idée, Ok, on va passer un bon D'accord. moment. Hein. On est sur du comics adulte. On est sur du comics adulte, très clairement. Donc, tout le sujet, en fait, du comics va être la descente aux enfers de ce personnage et de toutes les destinées croisées autour de ce fameux projet Prométhée et des familles concernées, des personnages qui vont essayer de survivre littéralement à une destinée qui essaye de les broyer. Et parmi les personnages principaux, donc, on a donc Bobby Bailey, on a donc le recruteur qui aura plus tard toute une ambiance autour de sa famille. Et en fait, on va rapidement découvrir que le projet Prométhée va nous rappeler autre chose, puisque c'est un projet génétique, d'eugénisme, qui a pour but de rendre un être humain parfait. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu. Comme un super soldat. Comme un super soldat. Mais dans la vraie vie, quoi. Plutôt comme comme une bête sauvage au teint verdâtre s'il y avait des couleurs dans le comics. Voilà. Au teint verdâtre, d'accord. Ça dit quelque chose. Hein. Ouais. Et en fait, effectivement, pour faire un peu un défocus, prendre un peu de recul, c'est qu'en fait, Barry Windsor Smith, qui a écrit le comics, a mis 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, plus de 20 ans à... 35, il me semble, 35 ans, le début de réflexion du projet. Ouais. En fait, pour publier ce comics, parce qu'à la base, c'est un pitch qu'il avait proposé à Marvel dans sa carrière, dans sa longue carrière, dans les années 80, et qui avait été refusé parce que, très clairement, trop violent pour Marvel, trop orienté vers des choses de la guerre, etc., et de la violence personnelle. Et donc, il est reparti avec cette idée sous la poche et l'a gardée pendant plus de 30 ans sous le coude. Et il a finalement fini par la publier. Et c'est pour ça qu'on retrouve tout de suite, effectivement, cette ambiance un peu Bruce Banner, qui lui aussi, plus tard d'ailleurs chez Marvel, a eu ce côté très
enfance difficile, etc., qui est survenu un peu plus tard, mais qui est bien arrivé de manière assez ironique chez Marvel. Et donc, effectivement, il a pu publier ce qu'il voulait, lui, raconter sur cet équivalent à Hulk. Juste 2 mots peut-être sur Barry Windsor Smith, juste pour voir de qui on parle. C'est quand même un auteur assez important du comics, puisque notamment on lui doit toute la période de Conan the Barbarian avec Roy Thomas dans les années 70. Et parmi les œuvres les plus majeures qu'il écrit, il y a bien sûr Weapon X dans les années 90, où déjà il était dans cette ambiance comment fabrique-t-on les monstres, littéralement. Et comme souvent, évidemment, les monstres ne sont pas ceux qu'on croit. Spoiler alerte. Et donc, il a toujours été intéressé, effectivement, pour aller un peu plus loin autour de ces personnages. Et s'il n'a pas allé plus loin chez Marvel, il n'y a pas que le côté violent, c'est aussi que c'est côté éditorialement, c'est quelqu'un qui croit beaucoup aux droits d'auteur, etc. Et donc, voilà. Quelqu'un qui croit beaucoup aux droits d'auteur. Voilà. Donc, autant vous dire que le Work for Hire chez Marvel, c'est pas bien passé. C'est un métier passion, je ne comprends pas. Et donc, voilà. Donc, dans sa carrière, il va aller après chez Valiant, etc. Enfin, moi, je vais pas faire toute sa carrière, mais il y a vraiment toujours eu ce côté. Il voulait vraiment raconter des histoires et avoir la liberté de les raconter, ce qu'il l'a difficilement eu au fur et à mesure. Et donc là, effectivement, autour de ce pitch de départ, donc la narration va vraiment avoir ce côté... on va avoir tout de suite le déroulé quasiment complet de ce qui se passe pour Bobby Bailey. Et après, on va à rebours comprendre comment on en est arrivé là. Mais le déroulé complet, quand même, raconté comme... Le comics poursuit ça. Donc, il se fait recruter, il subit des expériences... Spoiler, il s'enfuit, évidemment. Et après tout ça, tu reviens... Après, on va effectivement revenir en arrière et se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tous ces personnages en arrivent là? Et pas que Bobby Bailey. Et effectivement, c'est un comics qui fait vraiment la part belle, si on peut dire ça comme ça, à la notion de destinée. C'est-à-dire que tous les personnages ont très peu de mamie sur l'évolution, sur ce qu'ils vivent, etc. Ils sont littéralement... des marionnettes au service de dessins plus grands, positifs ou négatifs d'ailleurs. Et on voit que son père, sa mère, comme je disais, le sergent recruteur, tout l'univers qui tourne autour de ce personnage et de ce projet sont tous interconnectés, tous reliés. Et c'est assez quand même déprimant, effectivement, ce côté, l'héritage, le côté... on ne sort pas, on est tous à la fois tour à tour victimes et bourreaux. Et il y a vraiment ce côté, au bout du compte, la seule échappatoire, c'est la mort. D'accord. Si je puis dire. Oui, voilà. Enfin voilà, je vais pas vous mentir sur la marchandise. C'est pas la joie qu'on nous vend. Ça pourrait être une chronique du Contrecast, en fait. C'est pas mal. Donc très clairement. Mais pour autant, on a quand même, malgré justement ces traumatismes, on voit quand même que l'amour arrive à fleurir malgré tout. Que des gens arrivent à se rapprocher d'autres, que des personnages évoluent, comme encore une fois le sergent recruteur va faire tout un chemin personnel effectivement et va essayer de rattraper ses erreurs. Il y a vraiment un côté, même si la destinée est littéralement implacable, littéralement, malgré tout on voit que les monstres déjà ne sont pas ceux qu'on croit et qu'on peut essayer de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Même si dans un grand système, dans un grand tout, on pèse assez peu au final. Tu veux dire la petite influence que nous-mêmes, à titre d'individu, on peut avoir sur notre destin et sur celui des autres aussi. Les deux. Ouais. Et c'est vraiment ce côté, c'est par petites touches. Globalement, la finalité, comme je disais, est déjà connue, comme je dis, dès le départ. Mais pour autant, on aura aidé quelques personnes dans le chemin, on aura fait améliorer le quotidien d'autres personnes, etc. Et il y a un vrai plaisir après à décortiquer par personnage une phase qu'on a déjà connue. C'est ça, il y a vraiment ce côté, puisqu'en plus on est à un rebours. Ça permet aussi de voir quels sont les éléments déclencheurs pour chaque personnage qui les a menés aussi là et comment ils ont essayé de s'en sortir littéralement de cette situation. Et chaque personnage va être porteur d'un traumatisme. Ça va être le traumatisme physique pour Bobby, avec la transformation physique, etc. Ça va être le traumatisme moral pour son père, sans rentrer trop dans les détails. Donc tout ça, j'ai oublié de le dire, c'est lié, donc le projet Prométhée. On apprend assez rapidement que c'est des reliquats de la Seconde Guerre mondiale. Et comme j'ai dit, génétique Seconde Guerre mondiale, je ne vous fais pas un dessin, c'est pas pour le mieux, là encore, que c'est arrivé.
Sa mère va essayer de se reconstruire amoureusement, ou encore la recherche d'intégrité que pourraient avoir les personnages qu'il côtoie. Donc, comme je dis, c'est pas la joie, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, c'est très beau au niveau dessin, c'est particulier, par contre c'est du noir et blanc, je sais que certains ont... Ouais, et puis les dessins aussi, ils sont pas très, comment dire, bruts. C'est assez brut, mais c'est quand même bien dessiné. Je veux dire, Non, c'est très bien dessiné. Je pense mais je veux dire, ça va avec l'ambiance tout un à peu, fait, pas glauque, mais assez malaisante. Oui, c'est très pesant. Non, complètement. Mais par exemple, voilà, c'est pas From Hell, tu vois, par exemple, pour donner un parallèle, oui. C'est très lisible, ça reste très clair au niveau du dessin, la ligne n'est pas claire, mais elle est pas loin de clair. Tout reste très lisible, mais par contre... effectivement, c'est très gras, c'est un trait très gras, très prononcé sur l'ancrage notamment. Le noir et blanc aide aussi à ça. Mais c'est vraiment une œuvre majeure pour son auteur, et on sent qu'il a donné vraiment le maximum qu'il voulait dedans, même si malheureusement c'est plutôt la tristesse qui l'emporte à la fin qu'autre chose. Oui, mais bon, l'exploration de choses tristes et de la tristesse, des fois, ça fait aussi du bien de le lire. Ou de l'exprimer. Nivrae, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu connaissais avant ou pas ? Alors, ça fait partie des bouquins, tu sais, que tu vois, mais que tu n'oses pas acheter parce qu'il a l'air très gros. Il est en noir et blanc. C'est combien de pages ? C'est 344, un truc comme ça. D'accord. Au moins, 350 pages. Ok. Mais bébé, voilà, 366. Je voulais pas le lire. Au départ. Je voulais pas le lire, j'avais peur. Je sais pas. En fait, ça m'effrayait beaucoup. Et du coup, j'ai pas eu le choix. Et en fait, en vrai, il l'a proposé, hein, donc on aurait pu dire le non. Couteau sous la gorge. Non, c'est trop, ça va être horrible. Non, j'ai accepté. Je me suis dit que c'est le bon moyen, c'est le bon moment. Et en fait, je l'ai lu d'une traite. Je m'attendais pas. Je pensais que je galérais un peu plus. Alors sur la fin, c'était dur parce que c'est pas non plus une balade très douce. On va dire que c'est une histoire qui est très dure. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Alors j'avais un peu de mal sur le noir et blanc au départ. Le temps que l'œil s'habitue à différencier les personnages, c'est pas ma spécialité de différencier les gens, même dans la vie de tous les jours. Mais en fait, j'ai été rapidement portée. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait très rapidement toute l'histoire et qu'après on revienne en arrière sur les personnages. Les différents traumatismes sont assez forts, on va dire. Ils peuvent pas faire autre chose que de toucher en fait le lecteur. On se demande qui est vraiment le monstre dans l'histoire, hein. C'est pas parce qu'on est physiquement déformé qu'on est le monstre de l'histoire. Tout le côté aussi autour du côté scientifique nazi, c'est un sujet que j'aime bien en fait quand il est bien abordé. Ici, il est plutôt très bien abordé. Les gens sont tous horribles, les gens font peur, et c'est juste dans leur pensée en fait. C'est terrible. C'est très dur à lire, c'est très lourd. Mais c'est vraiment une bonne lecture. J'ai aucun regret. Alors je l'ai lu en numérique, mais je vais me le récupérer en physique parce qu'en fait je veux l'avoir dans ma bibliothèque. Clairement, c'est vraiment quelque chose à avoir. Et voilà. Enfin, j'aurais pas forcément beaucoup plus de choses à dire que ce qu'a dit Regan parce qu'il a été, je pense, très clair sur tous les sujets. Mais ouais, beaucoup de choses autour des traumas. On pense à Frankenstein, on pense à l'île du docteur Moreau quand on le lit. Ça fait écho à pas mal de choses sur la transmutation humaine, sur tous ces trucs-là. Concrete aussi un peu, moi, ça m'est pensé à ça un peu. C'est vrai, ouais, mais Concrete pas avec le même ton, quoi. Ouais, c'est quand même très dans l'humour. Concrete, là, t'as pas un seul moment où tu vas rigoler. C'est dur tout le long, quoi. D'ailleurs, je sais pas si c'était clair, mais Bobby est le personnage principal, mais c'est aussi celui qu'on voit le moins, dont on parle le moins. Oui, parce que c'est les autres autour qui influencent sur sa vie, sur son destin. C'est toute l'influence sur sa vie à lui et qu'on aborde. Ouais, il n'a pas vraiment le choix de ce qui lui arrive. À aucun moment, en fait, il subit tout le long. Et parce que peut-être qu'il est un peu trop... il réagit pas forcément. C'est du déterminisme, en fait, quasiment, de ce que tu as décrit. Ça aussi, effectivement. Je suis d'accord. Ok. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, comme je disais, je pense déjà qu'il peut avoir toujours une inquiétude. Il n'y a pas de voyeurisme non plus. Il y a des moments difficiles, soyons clairs. Encore une fois, je ne vous mens pas sur la marchandise. Notamment, vu qu'on va à rebours, comme je vous le disais, on va aller jusqu'aux origines du projet. Là encore, je ne vous fais pas un dessin. Oui, il y a des moments compliqués. Mais je pense que ça fait partie, comme tu le disais, de ces lectures qui
qui mettent pas forcément de bonne humeur, mais qui font du bien quand même malgré tout de qualité d'écriture et de profondeur des personnages aussi. Non, c'est... Ouais, l'humanité en fait. C'est ça. Simplement. Ouais. Quand c'est bien décrit. Exactement. Le pire comme le meilleur. Ok. Bon très bien. Merci beaucoup. Moi, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de le lire. Donc, c'était Monsters qui est sorti chez Fantagraphics et chez Delcourt, tu m'as dit, en intégrale. Copier-coller, c'est le même bouquin. Ok. Merci beaucoup, c'était une belle découverte. Avant de passer au Hors les Bulles et donc à la troisième partie de l'émission, je voulais vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, où on a un groupe qui s'appelle le Bouya Comics Club, où on discute d'un peu tout, comics, un peu comme on le fait dans l'émission, sur Twitter, sur Instagram et surtout, on le dit pas assez, sur Discord. Voilà, on a le Discord du vaisseau hypersensible. Pardon ? Quand il plante pas. Quand il plante pas, comme ce soir évidemment, comme le câble de la caméra qui nous filme en direct sur Twitch. C'est pas le câble de la caméra, c'est le câble réseau. Ah, c'est le câble réseau qui sur Twitch en petit pointillé. qui déconne un peu, mais on a quand même. Voilà, enfin, effectivement, on va. Alors ça, j'allais dire le Discord, vous pouvez en trouver en fait et retrouver aussi tous les podcasts et tous les univers du vaisseau Hypersensas et plein de gens super sympas et accueillants. Et aussi, là, voilà, on se lance un peu plus sur Twitch. Quand on aura un bon câble, ça marchera un peu mieux. Mais voilà, Comics Outcast commence à être diffusé donc en direct et en vidéo. Il y avait déjà 20th Century Toys en fait qui a lancé la, j'allais dire la mode, mais surtout le mouvement. Tout à fait. Et comme ça, vous pouvez voir nos têtes pour votre plaisir ou pas. C'est selon vos goûts. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous envoyer des messages, on y répond. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que le 19 mars, on va faire la cérémonie des Bouilladors. Alors les Bouilladors, je crois qu'on en a la 6e, c'est une cérémonie que l'on fait pour récompenser des auteurs de comics, des éditeurs français, américains, des etc. films de 5 heures. Des films de 5 heures, des nanars, des navets, etc. Bref, on se marre bien. Souvent, il y a des petits jeux. Et là, donc, on le fait en public parce que cette année, on peut enfin. L'année dernière, malheureusement, on ne pouvait pas. Donc, ce sera le 19 mars au Black Dog à Paris. Vous retrouvez toutes nos infos, normalement, sur le Discord, ou vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux, on vous répondra. Il y a une petite billetterie pour qu'on puisse connaître la jauge et l'annoncer au bar. Et voilà, mais vous êtes les bienvenus. Ce sera de 17h à 19h en public. Et après, on continuera, on boira un coup dans une ambiance musicale plutôt rock, parce que le Black Dog, c'est un bar rock. Et voilà. Et on va passer à la troisième partie de l'émission. Dans cette troisième partie que l'on appelle Hors les Bulles, on aborde des médias différents du média papier autour du comics. Donc ça peut être des expositions, ça peut être des podcasts et surtout des films ou des séries. Et donc cette semaine, j'allais dire, dans ce 183e épisode, on va parler d'un film qui était vachement attendu, un film encore, j'allais dire, sur Batman, donc The Batman avec Robert Pattinson, c'est la courge, réalisé par Matt Reeves, au scénario Peter Craig et Matt Reeves, et voilà, qui veut se lancer dans le pitch, le synopsis, l'histoire. Qui a le courage. Oh là là, avec le courage carrément. Non. Alors, juste pour raison, moi, je me suis pas spoilé le film avant de le voir. Tout ce que j'avais vu, c'était le The Batman, écrit en gros sur les affiches. Et je les remercie d'avoir fait des affiches aussi peu parlantes et aussi austères, parce que moi, ça m'a permis de ne pas me faire spoiler, et du coup, de tout découvrir le jour J. Donc, on est sur un Batman qui est... on est 20 ans après qu'il soit orphelin. Ça, c'est la seule date dont on est vraiment sûr. Ça fait 2 ans qu'il est un petit peu plus silencieux, calme. La ville le connaît, puisque la ville le craint quand... on a le spot qui apparaît dans les nuages avec la chauve-souris. Les gens ont peur. En fait, il est là, il fait peur à la ville, il fait juste peur. Et cette espèce de monstre que les gens redoutent. Et quand il arrive, il fait du bruit. Il effraie les gens. C'est un Batman qui fait du bruit, ça me paraissait bizarre, mais il fait du bruit. T'as noté ça, qui faisait du bruit ? Ah oui, il fait énormément de bruit quand il arrive. On l'entend. Il y a de sacrées bottes, quoi. En fait, il marche comme un cow-boy, tu sais. Quand il tape, t'entends toutes les sangles de ses bottes qui tremblent et ça fait comme s'il avait des éperons sur ses chaussures. C'est vraiment un cow-boy. Et quand tu le vois arriver, tu le vois toujours
t'es dos à lui, il arrive et je sais pas, il y a un côté vraiment très cow-boy au début. Et voilà, donc ce Batman, il bat son crime. Il a du mal à bosser en tant que Bruce Wayne pour sa fortune. C'est pas trop un truc qui l'enchante. Il a l'air un peu triste. Ouais, il est surtout super ce jeune déprimé, homme. quoi. Ouais, il est très déprimé. Et il y a un tueur qui commence à sévir dans la ville et qui attaque surtout des cibles plutôt riches et plutôt haut placées, qui commence par le maire, alors qu'on est en pleine élection. Et ce tueur, une petite spécificité, c'est qu'il laisse des messages pour le Batman sur le lieu de ses crimes. Et ces messages sont bien sûr des énigmes à résoudre. Donc on trouve très rapidement qui est le méchant. En tout cas, nous, lecteurs de comics, ça nous vient directement à l'idée. Et donc accompagné de Gordon, il va enquêter en fait un peu là-dessus. Il va croiser la route d'une jeune femme qui aime beaucoup les chats et qui déteste fermer les portes de réfrigérateur. Pardon, cette scène m'a choquée. Ça m'a abîmé tout mon film. Mince. Et donc voilà, on va mener l'enquête. C'est vraiment un Batman d'enquête. Un Batman d'enquête. Il est là, il est détective et il va chercher en fait ce qui se passe. Pour résoudre les énigmes, il est armé d'un Alfred. Parce que c'est quoi de mieux qu'un Alfred pour résoudre des énigmes? D'accord. Il est armé d'un Alfred. Ah mais complètement armé d'un Alfred qui va résoudre avec lui les énigmes. Je pense qu'il a fait plus 10 en niveau de Sudoku, mots fléchés et tout. Il gère Alfred. Et voilà, je pense qu'on va pas plus loin pour pas trop spoiler. C'est vrai qu'Alfred, il résout les énigmes au café, mais quoi. Oui. Avec il prend son petit-déj, il a son journal, et tu sais, normalement, les gens font leurs mots croisés. Et lui, il résout les énigmes. Bah ouais. Comme sa distraction, je sais pas. Je trouve ça très particulier que ce soit Alfred. Comme nous, on écrit les blagues d'intro en prenant le café aussi, ce genre de truc. Au petit-déj, on a écrit les blagues d'intro au petit-déj. Ne fais pas croire aux gens. C'est très délirant. Mais... Attendez, j'essaie de faire croire qu'on est très pro. Mais... Essaye de faire croire qu'on écrit les blagues d'intro en avance. Donc voilà, on a un Batman très sombre, dans un Gotham très poisseux. Je trouvais qu'au début, ça ressemblait un peu trop à New York, mais plus tu avances dans l'histoire et plus c'est sombre, plus c'est dark, et on est un peu plus sur le côté gothique, en tout cas, de la ville. Et voilà, ce Batman incarné par Robert Pattinson avec une Zoé Kravitz dans le rôle de Selina, donc Catwoman, qui d'ailleurs n'est pas appelée Catwoman dans le film, hein, c'est juste Selina. Il y a Cat qui est dit. Il y a Cat qui est dit, mais parce que c'est Cat et Bat, quoi. Oui, complètement. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est, en fait, tu la découvres là, tu sens qu'elle n'a pas vraiment existé trop avant. Enfin, c'est pas un personnage qui est connu en tout cas dans l'univers. On a le Pingouin. Alors, m'étant pas fait spoiler le film du tout, ni le casting, mis à part pour Pattinson, pendant tout le film, je me suis demandé mais qui était cet acteur incroyable dans Le Pingouin, et j'ai découvert au générique de fin que c'était... En fait, quand j'ai vu le nom Colin Farrell s'afficher à l'écran, j'ai fait... Mais il est dans le film. C'est vrai qu'on le reconnaît pas. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai dû rater un truc parce que je l'ai pas vu. Et du coup, j'ai checké et j'ai vu que c'était effectivement Colin Farrell qui jouait le Pingouin. Complètement méconnaissable dans son rôle, même la voix en fait est pas reconnaissable. C'est assez fou. Il y a quand même un beau casting. Il y a un très très beau casting. Il y a du niveau. Après, j'ai eu un peu de mal avec Zoé Kravitz au début. Elle n'est pas ma représentation d'une Catwoman. J'ai pas trouvé assez féline en fait. Tu sais, alors on évite maintenant d'avoir des femmes qui se dandinent un peu trop, mais pour moi c'était un peu ça Catwoman. Tu sais, elle se déplace comme un chat et tout ça. Là, elle est je la trouve un peu moins légère, un peu moins féline, mais elle est plutôt pas mal quand même dans son rôle. Elle gère bien, elle fait très bien bien le taf. T'as quand même je pense que ça va avec l'ambiance du film, enfin le ton du film qui se veut assez réaliste. C'est ça. Et du coup, t'as moins les mimiques qu'on peut avoir. Batman ne paraît pas totalement invincible. Il paraît plus humain, je trouve, que sur les films de Nolan, par exemple. On a un Batman qui souffre, qui a souffert. Un Batman. Alors ça, on aime les Batman qui souffrent. Mais oui, le film, c'est vrai que les personnages sont plus réalistes. Le Pingouin, il a beau être le Pingouin, il n'est pas trop physiquement marqué en fait. Pingouin, tu vois, c'est pas too much non plus. Il a pas de parapluie. Il a pas de parapluie. Il a sûrement un queue de pie, mais ça se voit pas trop. Tu vois, c'est pas non plus choquant. Et c'est vrai que le film est plus ancré. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'au début, je voyais New York et pas Gotham. Tu vois, le film est vraiment, t'as l'impression qu'il se passe à notre époque. Et voilà, ouais, pour un petit peu sur les premières lignes. Peut-être Regan.
Effectivement, le film a été brandé marketing plus réaliste, plus fou. Alors, il met des guillemets, là, vous les voyez pas, mais... Oui, il le voit normalement. Enfin, en tout cas, pour ceux qui étaient là en présence en live. Au-delà de ça, je pense surtout que ce qui m'a intéressé, c'est que ce sont aussi des personnages qui se remettent en question, ce qui n'est pas si fréquent, surtout venant de Batman. Et sans spoiler du tout l'intrigue, c'est vraiment ce côté... il a encore début de sa carrière. Oui, c'est ça, on l'appelle, ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il fait ça. Il n'a pas encore de certitude complète sur si ce qu'il fait est efficace. Est-ce que ça lui permet vraiment de changer les choses ? Or, dans les comics, pour lui, enfin, voilà, il déroule, il ne se pose plus ce genre de questions. Et je trouve que c'est une réflexion assez intéressante et qu'on ne voit pas si souvent, peu importe le média d'ailleurs, sur ce Batman qui veut réussir et qui se pose des questions comment réussir, au-delà de tabasser des méchants. Et je trouve que c'est valable aussi pour Catwoman, qui du coup, enfin Catwoman, le personnage de Catwoman en tout cas, qui est plus du côté d'année 1, là aussi sans spoiler en particulier, c'est un personnage qui est attaché à ses amis, enfin on est vraiment sur le fondamental du personnage avant de devenir la voleuse de haut vol, qu'elle sera aussi, c'est pas le problème. Mais il y a vraiment ce côté, qu'est-ce qui rend ces personnages crédibles, au-delà même de réalistes. Et je trouve que c'est plutôt bien amené justement, que ce soit Batman, que ce soit Catwoman. Tout le casting déjà est extraordinaire. Enfin, honnêtement, il n'y a quasiment rien à jeter. Edward Nygma, donc spoiler alert, forcément, pour les énigmes, est absolument excellent. Colin Farrell est peut-être le plus en retrait parce qu'il en fait peut-être beaucoup, notamment au niveau de l'accent. Mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. Ouais, ça m'a pas choqué. Non, honnêtement, c'est pas catastrophique. Alfred est... Ce qui est marrant avec le Alfred, notamment, pour toujours autour de ce casting, c'est qu'il y a ce côté vraiment plus ex-agent secret. D'ailleurs, il le sous-entend, je pense pas que ce soit un spoil, honnêtement, mais c'est lui qui l'a formé en partie. Ouais. Il le dit. Oui. C'est peut-être un des personnages les plus faibles dans le film. C'est clairement, par contre, effectivement... C'est surtout que son arc narratif n'est pas terminé. Ouais, il n'est pas... Oui. En fait, vu qu'on est au début de sa carrière, tu disais il est so dark, etc. Mais c'est que surtout qu'on est dans cette période où Bruce Wayne n'a pas pris encore ce côté façade playboy. Encore une fois, c'est pas vraiment un spoil, c'est pour dire vraiment on est au tout début de sa carrière. Lui, la seule chose qui compte, c'est sa vengeance. Et puis il n'y a pas le manoir, il est encore dans la tour Wayne et ce genre de choses. Tu vois, c'est ça aussi un. C'est pas très clair. Si, parce que enfin, sans spoiler, parce qu'on sait que le manoir il est laissé. Oui, dans le manoir il est pas, mais il est quand même dans une jolie baraque quand même. Hein. Enfin, il est dans la tour Wayne en fait, en plein milieu. T'inquiète pas pour lui quand même, tu vois. Ça va. Mais effectivement, le point avec, comme le disait Nivré, c'est que vraiment c'est une relation en devenir. Pour reprendre les ambiances comiques, ce n'est pas encore son père, littéralement. C'est vraiment le conflit de la personne qui l'a élevé au final, mais qui n'est qu'un accessoire dans sa vengeance. Oui, et puis on sent que c'est vraiment mis au second plan dans ce film-là. Mais je trouve que c'est volontaire à la limite. Donc, oui, c'est volontaire. Ça m'a pas choqué. Non. Mais c'est vraiment la partie la plus faible, je trouve. Ça change un peu, en fait, parce que c'est vrai que dans les précédents films Batman, un peu toutes les incarnations, on a un Batman qui est assez fort, peut-être un peu moins dans ceux de Batman et Robin et tout ça, mais... il existe quasiment pas, mais c'est vrai que dans la trilogie Nolan, par exemple, Alfred est très important. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'il tente des choses. Par exemple, on s'était habitué au fameux majordome qui sort la bonne vanne au bon moment. Oui. Là, c'est pas trop le cas. Alors, on regrette pas, mais au moins ça change. Ouais. Tu le sens plus désemparé parce qu'il a quasiment aucune emprise sur Bruce Wayne. Il sait pas comment gérer la situation. Il a pensé qu'en le formant, il le canaliserait et malheureusement, ça n'est pas suffisamment efficace. Non. C'est qu'on n'est pas. Tu parlais d'Alfred qui habituellement est un peu pas le ressort comique, mais un petit peu quand même. Là, en fait, le film n'est pas drôle du tout. Non. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de quoi que ce soit. L'humour. Il y en a un petit peu. Il y a un comique de répétition, sans même le spoiler. Un tout petit truc, mais c'est du détail. C'est du détail. Le film s'appuie pas du tout sur l'humour pour essayer de faire les choses. On est très loin de Marvel ou des précédents échecs un peu de Justice League. Mais il n'y a pas d'humour en fait dans le film. Pour moi, c'était vraiment très sérieux, très enquête, très noir. Et effectivement, comme je disais, mon petit regret, c'est le côté sur Alfred où j'aurais aimé je sais pas, une petite scène en plus vers la fin en fait pour clore un petit peu sur lui. Alors je sais pas si c'est la découpe au montage qui a été fait comme ça, parce que ça me paraît bizarre qu'ils aient pas inclus une espèce de fin pour lui, puisqu'on le laisse un petit peu sur
sur son lit Là d'hôpital. encore, quoi. ouais, il joue quand même sur la symbolique quand même. C'est-à-dire qu'il y a Oui, une bien sûr. image en Mm. particulier qui certes n'excuse pas tout le traitement de Alfred, mais fait passer un message très clairement pour la suite de leur relation. Oui. Bah, déjà que le film est très long. Ouais. peut-être que- Alors Et le- effectivement, il y a ouais. pas le trop la place. film, ouais, il penche beaucoup vers il y aura un 2. Oui, Il y a Ah bah, ça c'est aussi, sûr, en fait. ça, c'est sûr. Et Alors, juste Oui, parce par qu'à la rapport à fin, il y a. Alors, juste par rapport à ça, c'est pas pour autant que c'est une moitié de film. Je veux non, dire, non, c'est c'est pas une genre on moitié. laisse des sujets. Ah non, pas des du films tout. qui- Non, non, non. Ils ont réussi à conclure le. Voilà, il y a une vraie fin d'arc. Une quand grosse même, partie, bien oui, c'est sûr. ça. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui restent un petit peu ouvertes où on n'a pas tout fouillé. On n'a pas été très loin dans ce qu'a vécu Batman avant. C'est quand même vraiment Mais survolé. c'est super intéressant ça. Ouais. Parce que du Moi, coup. j'étais choquée. Moi, ouais. j'attendais la scène du collier de perles qui se brise. Ouais. Ah non. Ah, c'est Non, mais génial, on vraiment, n'a pas vu ça. merci. ouais. En fait, Quel plaisir. ouais, mais vraiment choquée que, en fait, ils incluent un peu, enfin, ils pressentent que tu connais l'histoire de Batman. Alors, je sais pas si c'est exactement ça. C'est Parce- plus que le film parle d'autre chose que de Oui, oui. Batman, mais on le voit à travers. On suit Batman. Enfin, c'est une Mais enquête il a- policière en fait. quoi. Ouais, C'est- c'est ça. c'est Il a quand clairement même une enquête c'est quand même quelqu'un policière. qui a un héritage au-delà de l'argent de sa famille. Ouais. Il a un père qui était haut placé, son père, sa mère, mais il est. C'est pas forcément évoqué tout de suite. Je trouve que oh, c'est vrai que ça vient quand même assez vite parce que c'est au moment où il voit le petit garçon C'est quand qui même, a ouais, perdu son ouais. père où là tu Ça se tiltes projette, un peu. Mais c'est vrai que je sais pas, j'ai trouvé ça alors, un peu inédit parce que j'ai l'impression même dans tous les comics on te remet toujours la mort des parents dans la ruelle, Ouais, t'as toujours une toujours. case quelque part. Et là j'ai trouvé ça bizarre. Mais on le connaît Batman donc ça m'a moins choqué que ça devrait. Mais je sais pas, je m'attendais pas à ne pas avoir un petit bout d'origin story. Moi, je trouve ça cool en fait. Je Moi, trouve moi, ça trop m'a bien, vraiment ça. rassuré parce que, Ouais. honnêtement, moi, je pense que la plupart des gens qui sont allés se sont dit bon, alors, quand est-ce qu'on aura les 5 minutes, le collier de perles, le coup de fusil, enfin, Les le chauves-souris, coup de la flingue, les cave. chauves-souris, Ouais, la cave, ouais. euh, On s'y attendait pas du tout. tous. Et justement, de ne pas l'avoir fait, ça montre. C'est aussi reconnaître que on est en 2022, tout le monde sait qui est Batman. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Ouais, ça ne mais sert à vraiment, ça comment il n'apporte s'est pas construit, grand-chose. tu quoi. vois. C'est vrai Mais qu'on a justement, pas le- ce que je trouve plus intéressant, c'est que on part du principe qu'on sait qui est Batman. Mm. Et c'est mis en parallèle avec ce que les malfrats vivent, on le voit dès le début. C'est-à-dire que tout le monde sait qui est le croque-mitaine dès le début. Oui. Donc c'est aussi, ça s'adresse à nous. C'est-à-dire que vous savez déjà qui se cache dans l'ombre, littéralement. Donc j'aime bien ce côté, c'est bon, c'est fait. Tu vois, genre, ok, passons à la suite. Quoi. D'ailleurs, elle est incroyable la scène d'intro. Ah non, mais Enfin, moi, je l'ai trouvée Avoir fantastique. caractérisé dès la première scène le personnage, la ville, les ambiances, etc. Enfin, c'était excellent. Et C'était bah, vraiment excellent. D'ailleurs, on peut faire une transition là-dessus. C'est que la réalisation de ce Ah film ouais, très clairement. tranche énormément déjà avec ce que fait de côté Marvel et compagnie, mais surtout ce qui a déjà été fait dans DC. Il y en a très peu en fait de films comme ça. C'est que t'as un... Alors, je vais mettre encore plein de guillemets à ça et j'ai l'impression d'avoir vu un vrai film de cinéma. Tu vois, du vrai cinéma. C'est-à-dire que avant tout, tu vois un film pour ce que c'est un film noir, un film d'enquête, et après tu calques Batman, tu calques Selina, etc. Et les gros méchants. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié parce que tu vois, il y a des scènes incroyables. La scène du début, elle est fantastique au niveau cinéma, mais aussi la scène de poursuite. Bon, il y a une scène de poursuite en voiture, on vous dit pas quoi. Ouais, Mais c'est plus il y a quand même des choses. Je la Enfin, trouve si bien tu- moins bien réalisée. Ah ouais, mais la que- fin de cette scène, je trouve qu'au Ah non, niveau, mais la au fin, niveau c'est- réalisation, c'est incroyable. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans En des fait, on films est de plus super-héros. proche du Joker qui a été fait. Oui, donc, en fait, c'est clairement. vraiment Clairement. Exactement. cette ambiance-là, Ouais, en fait. Ouais, On n'est complètement. pas dans du film de comics genre wouhou, on est des super-héros, on est trop fort, on met des slips et on Alors, brille, ouais, on vole, tu vois. Quand même. Alors, un peu. je mettrais quand même une pondération. Pour moi, le problème, c'est pas tant de savoir s'il y a des slips ou pas, c'est je veux d'abord Il y raconter. en a un Non, sur mais la table. Oui, d'ailleurs, c'est d'abord, je veux raconter une bonne histoire. Ouais. Je fais le nécessaire pour raconter C'est une ça. histoire et je la filme correctement. Mm. Mais on peut avoir des collants et raconter Ouais, une ouais. histoire. Après, je me suis profonde posé quand la même. question, tu vois, est-ce que si c'était la même histoire, mais pas Batman, ça serait pas pareil, tu vois. Est-ce que le fait que ça soit Batman est vraiment utile ou est-ce que le scénario aurait pu marcher avec juste un Ouais, personnage? mais en même temps, est-ce que c'est pas ça une bonne histoire, tu vois? C'est que tu peux la mettre dans. Alors, il y a toujours une intention et Mm. les héros et l'univers est important, mais en même temps, une vraie bonne histoire, quel que soit entre guillemets l'endroit où tu vas le mettre, le monde où tu vas le mettre, ça va être une bonne histoire. Et je trouve que c'est cool, tu vois. Justement, le fait de pas mettre l'origin story, Mm. le fait de pas remettre des poncifs qu'on a tout le temps dans les films de super-héros ou de Batman, le fait de pas forcément utiliser l'humour en permanence, tu vois, c'est. Après, Je trouve que c'est un parti pris intéressant. Et de Je toute me dis façon, quand je même pense qu'on peut faire les je deux. pense que d'ici,
ont besoin de ça en fait. Oui. A besoin de ça, pardon. Grim and gritty. Tu vois, et là, moi je trouve qu'ils ont mis la barre très haute maintenant. Ouais, en fait, mais même je pour trouve les que Marvel, Je trouve que qui c'est pas sont parce que dans un c'est autre registre. noir et sérieux que c'est réussi pour autant. tu vois. C'est pas pour non, ça. mais c'est pour bien Ouais. dire que c'est pas ça. Dans la le point réalisation réussi. et dans C'est l'écriture. vraiment la Ouais. réalisation. Et je le redis, hein, on peut faire une réalisation de dingue avec un film lumineux, avec un Superman en collant et tout ce que tu veux. Il faut partir de l'histoire et de la réalisation. Et on le voit à chaque fois. C'est quand tu pars de ça, tu peux construire ce que tu veux derrière. C'est Que ça. ce soit de l'espace, de la SF, mais il faut partir de ça. Et là, l'intérêt qu'on a eu, comme tu le disais, c'est que l'intrigue, encore une fois, sans spoiler, au cœur du film, c'est bien une enquête policière, des relations mafieuses. C'est plus Gotham que C'est- Batman finalement. c'est clairement. Même Et- si Ah oui. Batman est important dedans. Oui, non, mais bien sûr. Et un point que tu disais que j'avais pas forcément capté, c'est en parlant encore une fois en sortant de la séance, qui est très bien vu, c'est qu'il y a beaucoup de scènes où on voit le Batman du point de vue des autres. Mm. Oui. Et ça, c'est super Et- intéressant. Il est souvent au milieu des autres aussi. C'est ça. C'est-à-dire que on peut le dire, c'est au début quand il y a le meurtre, le premier meurtre du maire, en fait, s'il arrive. Et pareil, il passe, oh là là, il passe entre tous les policiers, c'est ouf quoi. Et c'est Il n'est pas caché, il est pas caché. à observer de loin. En fait. et c'est un homme en fait. Et là, c'est certes un homme en cape avec du vinyle, des slips et tout ça, mais ça reste un homme et je trouve que c'est super intéressant quoi. Puis bah en fait, Pattinson, c'est un bon Batman quoi. Ah bah, comme C'est- d'habitude, c'est il a eu un super- procès d'intention parce Ouais. qu'il a un film il y a 20 ans Ouais, que qu'il les gens déteste, ont gardé d'ailleurs. ça en tête, mais Non, voilà, mais Pattinson est un très bon acteur dramatique. il n'y a aucun Ouais. problème de Et ce du coup, côté-là. ça colle plutôt très bien. Complètement. Alors, il n'a pas énormément de lignes de dialogue quand même. Non. Ça reste un Batman qui est très taiseux. Il parle beaucoup plus en voix off. On a pas mal de passages en voix off. Et sinon, mis à part ses dialogues avec Alfred ou avec Selina, c'est vrai qu'il n'est pas très bavard. Quand il observe un petit peu scène de crime ou quoi que ce soit, il ne parle pas. Il regarde juste avec son œil qui filme. Là. Mais c'est vrai qu'il il parle pas beaucoup. Et en fait, Robert Pattinson, il est bien parce qu'il a la posture. En tout cas, il porte bien le costume. Il maintient bien les choses et il fait comprendre rapidement, en tout cas, les émotions du personnage juste avec le bas du visage. En fait, tu comprends si ça va ou si ça va pas. Et quand il retire le masque, quand il se démaquille aussi, parce que quand il est juste Bruce Wayne, en fait, ça va aussi. J'avais un peu peur, moi, Non, de ça. honnêtement, ça marche. En fait, j'avais Beaucoup peur de monde qu'il avait n'ait peur pas de ça. tu sais, le charisme, les épaules pour être un Bruce Ouais. Wayne. Parce que Batman est peut-être plus simple à faire parce que tu as un masque. Bruce Wayne, c'est censé être quelqu'un qui a du charisme, qui est l'homme qui a fait fortune, qui a la fortune, tu vois. Et alors, il n'a pas beaucoup de scènes en Bruce Wayne, mais les quelques-unes qu'il a, en fait, il est plutôt... il est bien, en fait. Il colle à l'ambiance du film Ouais, et il complètement. colle à ce mec qui a quand même souffert. Alors même si ça fait 20 ans, quand tu as perdu tes parents, 20 ans après, tu t'en remets pas non plus comme ça, quoi. Puis, Et il y a une vraie réflexion Et il y a d'ailleurs autour de ça. Ouais. Il y a des gens qui sont loin de lui, il est gothique, ouais. Il est Ouais. vraiment ça. Il a À ses une cheveux mèche longs, près, quand même. noirs. Ouais, voilà, parce que à une mèche près, quand même. Le reste, je suis d'accord, mais à une Il n'est mèche pas près. émo, il est Ouais. gothique. Mais c'est vrai qu'il a ses cheveux longs noirs, il est habillé en noir. De toute façon, dans le film, tout est sombre, tout est noir. Hmm. Et je trouve que ça lui va bien, en fait. Non, mais c'est Ouais. vrai, ça lui va bien. Ouais. J'allais faire un parallèle, encore une fois, à prendre avec des gros guillemets, à replacer dans son contexte. Il y a ce côté très Boba Fett dans le bon sens du terme, je précise, je ne parle pas de la série. C'est ce côté arriver Bip, à bip. faire passer des émotions, avec la posture. On voit qu'il a travaillé énormément sur sa posture en Batman. Après, C'est- mais t'as beaucoup de postures Batman au statut, quoi. Tu Ah, vois, par qui contre, bouge pas, qui regarde. Du coup, il joue aussi dessus. Ouais, ouais. Mais c'est fait exprès aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il représente un monolithe. C'est-à-dire que quand un policier le regarde, il peut pas être avachi ou Ah, j'ai envie de le revoir. C'est horrible. s'appuyer contre un mur, quoi. Donc très clairement. Et il joue clairement là-dessus, ce côté, on disait le bruit des bottes, etc. Et c'était un point effectivement hyper intéressant, le côté, le mythe du Batman, comment il est construit dans Ouais, ce film, ouais. est assez différent, pas non plus partie de zéro, hein, mais assez différent de ce qu'on connaît. Le rendre effectivement bruyant, mais comme des chaînes d'un fantôme ou je ne sais quoi, effectivement, ce côté, encore une fois, la peur dans l'ombre, c'est une super idée. Ah, c'est j'en ai vraiment les une frissons, super j'en ai idée. les frissons. Non, mais franchement, allez le voir ce film. Moi, rien que de penser à la scène d'intro, il y a quelques scènes, C'est il y a tellement bien 4-5 pensé. scènes que j'ai envie Tellement de voir qui sont Et assez incroyables, mon- quoi. Plus gros point rouge du film n'a rien à voir avec le film. J'essaye de pas me spoiler. Je regarde très peu de choses. Normalement, je regarde le premier teaser à tout casser, mais je regarde même pas le premier trailer normalement.
il faut arrêter de mettre dans les films de promo des scènes qui se passent aux 2/3, aux 3/4. Il faut Qui arrêter. fait croire à un film d'action avec faut plein arrêter de d'action faire et ça. tout ça. Vraiment, faut arrêter de faire ça, quoi. Mais ça, tu pourras pas les empêcher de faire Je ça. sais, mais c'est insupportable de ne pas avoir cette découverte en live de ces scènes-là, quoi. C'est vraiment Surtout dommage. qu'il était. Moi, je me rappelle, j'avais vu beaucoup de pubs sur YouTube. En fait, c'était 2 minutes 34, un truc comme ça. quelle horreur. Ça, C'était très long. Et ça dépeint pas du tout l'ambiance du film Ah et non, la qualité non. du film. Ouais. C'est ça qui est Moi, incroyable. c'est vrai que je suis venue en ayant vu The Batman, en sachant que Pattinson était Batman, et en ayant, je crois, vu des premières images de tournage à l'époque où on voyait, alors c'était très sombre, et on voyait une voiture et un mec avec une cape, tu vois. C'était pas fou les premières images. Et c'est vrai que j'ai pas vu les trailers, j'ai pas vu les teasers, j'ai ne vu aucune pub, je n'ai rien lu, j'ai pas lu le synopsis, je me suis planquée de tout, et je suis bien contente. Parce que du coup, tout était surprise. Alors, la seule chose que je savais, que ça durait 2h55. Ça, je m'étais spoilé la durée. Mais Qui passe plutôt bien, celui mais oui, qui passe bien. Alors, il aurait pu faire plus court. Ouais. C'est à très la clairement. fin. Ouais, il y a Mais un ça moment, va. il y a juste un moment dans le film qui se passe dans le diner. Pour situer un petit peu, où je me suis dit, là, il va rester 1 heure. Genre, tu sais, tu sens la Voilà, bascule cette vers la scène aussi, descente finale du film. Mais, Il est fou, ce film, sans mais déconner. non, ouais. Ouais. Pour moi, 3 heures de film, si le scénario est bon, si c'est justifié, s'il y a un bon rythme, il n'y a aucun souci. En fait, tu t'endors pas, t'es dedans. Comme la Snyder Cut, quoi. Voilà, la Snyder On Cut, se retrouve au tu la sens. Boyador. La Snyder Cut, tu On la se sens retrouve au passer. Bouillador. Là, non, mais clairement, tu le sens pas passer. T'es dans ton enquête à la Seven, t'attends de savoir qui sera la prochaine victime, quelle sera l'énigme. Même si je trouve que sur l'énigme, ils auraient peut-être pu, je sais pas, essayer de faire réfléchir les gens un poil plus. Tu vois, parce que C'est vrai que c'est pas d'une complexité en fait, folle. le spectateur est pas forcément inclus dans le film. On va pas essayer de faire Ça réfléchir change les un gens. peu aussi parce que je vous avoue que les énièmes enquêtes, et vous aussi, vous avez deviné, clin d'œil, ce n'est pas une obligation non plus, quoi. Je retiens un point qui était intéressant quand tu disais sur les visuels du film, etc. C'est là où on voit que c'est une œuvre qui se tient en elle-même, mais quand on les extrait, les images, la voiture, ça marche dans son unité, en fait. C'est parce que c'est dans son film que ça tourne bien, quoi. Tu sais, moi, en parlant de spoilers et tout ça, moi, effectivement, j'avais regardé le trailer, mais très peu, et puis ça m'intéressait pas trop de le regarder. Parce que franchement, j'attendais rien de ce film, honnêtement. Mais il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont fait remarquer. La musique du film est sortie avant le film, en fait. Très, très Je crois. Je crois que la musique est sortie quelques jours avant. Mhm. Et du coup, les gens l'ont écouté, ils ont fait OK, en fait, ce film, il va être dark, il va être lent, il va être cool. J'ai trop envie de le voir. Et en fait, rien d'entendre ça, je me suis dit OK, ouais, ça va changer. Et la musique est d'enfer. Ah non, mais très Et la musique colle super bien. Un poil trop épique parfois. Un poil trop épique. Il y a des fois, j'étais genre, doucement les gars, ça va quoi. moi, c'est plus ces bruitages. De temps en temps, il y a Ouais, des c'est potards qui ouais. tournent, genre sur un jumpscare, etc. Ouais, Chaque fois, je me dis, c'était pas ouais nécessaire. peut-être, mais bon. Non, moi c'est plus. là, Quel OST encore- est incroyable, quoi. Mais encore une fois, c'est une œuvre complète. C'est-à-dire que le son, la musique, les images, la photo, enfin, La photographie est très, il très n'y a pas grand-chose à jeter. Hein. Vraiment. C'est très compliqué, Non, je je pense, pense de pas. faire un film qui est aussi sombre, de le maintenir tout long comme ça, de réussir à faire des scènes qui soient lisibles de combat ou même de dialogue en fait dans un truc sombre, sans abandonner le personnage, sans le faire s'endormir dans la salle de ciné. Et pour moi, il maîtrise vraiment en fait tout le long. Enfin, la photographie, elle est vraiment vraiment maîtrisée là-dessus. Et c'est vrai que c'est un truc qui peut faire peur. Hein. Tu fais ton film tout le long dans le noir, t'es pas sûr de réussir. Et là, c'est que les premières images où il traverse les flics, par exemple, pour sa traversée, lui, il est habillé de noir, tout est noir autour, mais tu le vois en fait. Tu le vois traverser, tu sens l'ambiance, tu vois les visages des gens qui se détachent parce que tu as un peu plus de lumière sur les visages, et ça marche en fait. Tout le long, ça marche. Tu as des scènes qui sont spectaculaires. Il y a une scène qui est à l'envers. Si je me trompe. Oui. Où quand tu la vois, tu fais screenshot en fait. C'est genre, tu dis, ok, là c'est le moment où tu fais ta capture, tu la mets en fond d'écran parce que c'est quand même très très beau. Et pour moi, il y a eu un très très beau travail qui a été fait là-dessus. Et c'est d'autant plus important, la scène intro, c'est qu'elle permet de se dire je rends le personnage crédible instantanément. Parce qu'il y a des scènes sinon qui pourraient être un peu bizarres, enfin, tu vois, c'est que ça reste quand même un type avec des oreilles pointues, quoi. Et ça pourrait être tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a et ça un pourrait ne côté pas comme marcher. ça. Sauf que vu que tu l'as iconisé instantanément, tout le reste se déroule, mais naturellement. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu. Moi, par exemple, j'ai un peu tiqué sur le bonnet de Célina, quoi. Ah oui, mais tu vois. Ah oui. Parce que- En fait, elle est pas chat.
Elle est pas chat, c'est un Si, petit bonnet. Si, il y a des petites oreilles de chat. En fait, t'as l'impression que c'est plus la pliure du bonnet qui fait que ça fait des la oreilles. précédente, c'était des lunettes remontées. Et tu pourrais trouver ça un peu ridicule, de dire c'est pas Catwoman, tu vois. Et en fait, le fait que le film tout de suite te plonge dans un côté assez réaliste, assez terre à terre, en fait, ça marche. Et je trouve que c'est très malin parce qu'il y a plein de moments comme ça où tu pourrais dire c'est quoi ce si quoi tu prends ce Batman certaines scènes en fait, hors de leur contexte, tu balances ça comme ça, tu dis à un moment il va se passer ça, tu dis non mais les mecs, ça va pas marcher quoi. Si tu la vois juste comme ça, tu dis la meuf elle met son pyjama quoi. Enfin c'est pas, tu sais ça fait pas. En même temps elle a pas un budget de Batman pour se faire tout son naturel, tu vois, son naturel. Et c'est juste une meuf qui a des chats, qui a une pote qui a disparu. Enfin. C'est une voleuse. Ouais, et puis qui est serveuse dans un bar un peu clandestin. Ouais. Et du coup, ça colle bien. Le costume, je redoutais un petit peu quand on voyait le bonnet, je me suis dit, oh. Et en fait, ça passe dans le film. Ça fait un petit côté. Ça marche pas mal. Et sa gestuelle est pas si mal que ça. Dans les combats et tout ça, je trouve que c'est plutôt bien retranscrit. Quoi. Et les chorégraphies sont très très bien, sur le passant. Et le duo avec Pattinson marche bien, en fait, tous les deux. Disons que leur histoire, elle n'est pas trop forcée, elle est très calme, très silencieuse. Tu sens qu'il y a quelque chose en eux dès le premier regard, en fait. La première fois qu'il la croise dans le bar. Il fait un peu stalker, d'ailleurs. Tout petit peu. Éviter de suivre les jeunes filles chez il fait stalker quand même. Et les mater par la fenêtre quand elles se changent, quand même. Ouais. Mais non, il y a des scènes qui sont pas mal. Il y a plusieurs fois dans le film où ils se suivent à moto, où t'as quelque chose, en fait, qui se passe entre eux, tu vois, où elle est à son niveau en fait. Ils sont ensemble, ils vont ensemble. Genre il prend pas forcément la Batmobile pour l'emmener, tu vois. Elle est indépendante, elle fait son truc. Et je trouve que ça marche plutôt bien dans leur duo quoi. C'est pas une histoire d'amour forcé. Il y en a qui disaient que c'était trop rapide, mais je trouve que on est dans un contexte avec de l'adrénaline, avec des situations dangereuses, etc. C'est très animal des deux côtés. Et presque trentenaire ou trentenaire. Voilà, franchement, c'était cohérent par rapport à l'ambiance globale du film et des personnages mis en œuvre. Moi, j'ai bien aimé leur relation. Non, je trouve que c'est bien. C'est plutôt juste. Ouais. Parce qu'ils auraient pu tout de suite. Enfin, bon, on va pas raconter le film. Non. Vous découvrirez. Bon, moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu ever. Très, très, très content. Ouais. Batman, peut-être en numéro 2. Parce que, quand même, celui avec le Joker, il est difficilement détrônable, mais. Batman et Robin, bien sûr. C'est très compliqué de quantifier, de classer les films Batman. Après, c'est juste que moi, je reste attaché aux super-héros lumineux classiques, donc j'aime bien avoir les deux. Et là, très clairement, que j'ai vu ça, je prends. C'est juste que il faut pas que ce soit l'excuse pour qu'on reparte dans ce délire de grim and gritty. Tout doit être forcément sombre, tout doit être noir. Là, le personnage s'y prête et le réalisateur avait quelque chose à raconter. Donc, go, pas de souci. Mais je veux pas que ça devienne donc Green Lantern le jour où il revient. Sa mère est morte, enfin je sais pas, par pitié, le sombre n'est pas l'excuse non plus. Comme je te disais, qu'ils ne confondent pas le côté sombre avec le côté de la réussite du film. C'est pas ça qui fait que le film est réussi. C'est bien parce qu'il y a un vrai scénario, un vrai film, des personnages et une vraie cohérence. Que ce soit sombre, c'est presque pas anecdotique, mais c'est une conséquence du personnage plus qu'autre chose. Ouais. Ok. Et de la ville. C'est une belle conclusion. Ivray, tu veux essayer de contrer cette conclusion ? Non, je ne contrerai pas. Non, je pense que j'ai mis pas mal de temps à digérer le film. Je sais même pas si j'ai fini de le digérer parce que ça fait beaucoup. Je pense que j'aimerais le revoir en fait pour revoir certaines scènes, pour redigérer des trucs et me remettre en tête certains passages. Parce que c'est dur en une fois à 3 heures, ton cerveau il faut qu'il digère tout ça. Mais non, enfin je le reverrai avec plaisir. Je suis très content de ce que j'ai vu. Je le mets au même niveau que le Joker que j'avais adoré, qui sont pour moi des films qui essayent de faire plus que de la distraction. Exactement. Moi, je vais le revoir parce que je pense que c'est un film qui est très bien à voir au cinéma, sur grand écran, avec du son plein les oreilles. Eh bien, merci beaucoup pour ce Hors les Bulles. Et c'est la fin de l'émission. Déjà. Et si vous avez apprécié cette émission, et les autres émissions d'ailleurs du Vaisseau Hypersensas, sachez que nous avons un Patreon qui nous permet de collecter un peu d'argent, qui nous permet donc de payer le matériel qui n'a pas très bien marché pour le live ce soir sur Twitch. On achètera un câble. On achètera un câble réseau, voilà, pour payer en fait les micros, la table de mixage, le studio dans lequel on enregistre, etc. Et puis peut-être bientôt des voyages pas des voyages des voyages en Amérique du Sud, allez, voilà, découvrir les comics chiliens, ce genre de choses. Enfin, voilà, vous pouvez nous retrouver sur le Patreon Vaisseau Hypersensas
Et voilà, ça n'arrête pas que Comics Outcast. Il y a Whisperos, Le Défaussé, Kumité, C'est cool, c'est quoi, 20th Century Toys, Mon Carnet, Sinécure, etc. Le Contrecast aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, et d'ailleurs, remercions nos top patronautes. Merci à Johanny, Akbar, Alak, Damien, David, Gwenolé, Lionel et Fanny, Matt, Perchak, Rekma et Vincent, et bien sûr tous les autres, évidemment. Merci Regen. Merci beaucoup pour ta première. Nous, ça nous fait plaisir. Vous voyez, vous commencez patronaute, après vous pouvez finir chroniqueur. c'est beau la vie quand même. From bottom to the top. Ouais. Ça a été, tu reviendras ? Écoute, avec plaisir. Et où est-ce qu'on te retrouve ? Alors toi, tu as 12 000 pseudos sur Internet. Est-ce que tu vas les donner ? Twitter, c'est Prigmore. Discord, c'est Regen. Et sur Instagram, Gérovite. Voilà, comme ça, vous avez le choix. Et sur Instagram, tu fais plein de trucs vachement bien. Tu fais des petites reviews, tu fais des photos des comics, d'actualité, des photos de toys et des... qu'on appelle ça, quand tu filmes sur tes Lego. Du stop motion. Du montage de Lego, ouais, du montage de Lego, voilà. Bah, en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait super plaisir que tu es plaisir partagé. Et j'espère que tu reviendras. Merci Nivrae. Merci. Voilà, on ne se quitte plus dans Comics non, Outcast. écoute, je sais pas combien on en a fait ensemble cette saison, mais c'est vrai qu'on forme un duo de choc. Hein. Ouais, chic et de choc. Oui. On va demander des pourcentages. On alterne, on change des rôles et tout. C'est ça. La prochaine fois, c'est toi qui host. Je sais pas. Ah, déjà, la prochaine, c'est les bouilladors. Ah oui, c'est les bouilladors. On va déjà, je pense qu'elle sera longue à digérer le jour de mon anniversaire. Oh. Et oui, parce que tant qu'on y est, autant ne pas fêter son anniversaire. Ça fait 2 ans que je le fête pas, alors. Ah bah là, tu vas le fêter ça, dignement, ouais, je vais fêter avec vous. Je vais voir si on peut réserver jusqu'au dimanche soir. On va voir ça. Et où est-ce qu'on te retrouve du coup ? Eh ben, toujours sur Twitter, sur Instagram, sur le Discord, @Nivrae. N'hésitez pas à me parler en DM si vous voulez me recommander des choses, conseiller des choses. J'ai toujours une oreille très, très à l'écoute et je finis par lire DC versus Vampire quand on m'en parle, tu vois. Donc, c'est vrai. J'écoute. C'est vrai qu'on est friand de conseils parce que des fois, ça nous arrive de sécher sur les reviews et ce genre de choses, sur les focus. Quand il n'y a pas de Jeff Lemire disponible. Ouais, voilà. Ouais. Ou de Tom King, bien sûr. Sur les reviews, on finit par trouver. C'est les focus, souvent, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais oui, mais le HLB aussi, Alors heureusement, des fois, il y a Grégo qui nous propose des trucs sur Disney+. Ouais, on sort un peu des trucs des archives et des fois, on a oublié complètement de chroniquer un truc ou alors des fois, on pense l'avoir fait, on l'a pas fait. Et puis des fois, vous tombez sur Green Lantern. Et des fois, on tombe sur Green Lantern. Mais bon, voilà, écoutez l'émission, on parle de Green Lantern. C'est pas si un mauvais souvenir. Ça se regarde. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à tous. Et à la prochaine. Bouillard. Bonne soirée. Tu dis au revoir, Quetrus. Au revoir, Quetrus.